Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, est devenue la femme la plus riche de France au milieu des années 80. Une héritière richissime qui a toujours cultivé la discrétion et dont le destin va basculer lorsqu'elle fait la rencontre du photographe François-Marie Bagné. Un ami pour lequel la millionnaire est prête à tout. Une générosité sans borne qui finit par faire réagir la fille unique de Liliane Bettencourt, Françoise Bettencourt-Meyers. Persuadée que sa mère est victime de manipulation dans le but de spoiler son héritage, elle va déclencher l'un des plus gros scandales français qui éclaboussera jusqu'au président de la République, Nicolas Sarkozy. Alors, François-Marie Bagné a-t-il manipulé Liliane Bettencourt pour s'accaparer son héritage? Quels sont les véritables secrets de l'affaire Bettencourt et qu'est devenue son immense fortune? Au début des années 60, Liliane Bettencourt est désormais actionnaire majoritaire et figure de proue de L'Oréal, empire de la cosmétique légué par son père. Elle est l'une des femmes les plus riches de France, d'Europe aussi. Elle est l'héritière de Jeanne Schuller et donc des produits L'Oréal. Donc évidemment, elle a une fortune considérable, mais c'est plus que ça. C'est une femme qui était belle, longue, comment dire, assez aristocratique de son physique. Hein? Très, très élégante, très, très distinguée et très gentille. Femme vraiment agréable. Dans cette société dans laquelle j'évoluais pas mal, hein, disons le tout Paris ou les gens qu'il fallait connaître, elle était certainement une des femmes les plus sympathiques. Liliane avait une espèce d'attention aux êtres faramineuse. Elle était intelligente. Et cette intelligence la caractérisait. Bref, c'est à la fois une mondaine, une héritière, une femme qui compte dans les affaires et une très belle femme aussi. Belle femme, pas seulement parce qu'elle est jolie, mais parce qu'elle a de la personnalité. Dans les années 80, la fortune des Bettencourt, déjà colossale, va atteindre des sommets. À partir des années 80, L'Oréal devient le leader mondial des cosmétiques. Donc vraiment le premier groupe mondial de son secteur. Le chiffre d'affaires est 150 millions, ça passe à 3 milliards, c'est-à-dire une multinationale qui développe et qui vend ses produits dans le monde entier. L'Oréal prospère et il rachète des entreprises, bref, ça devient un groupe gigantesque et Bettencourt, ça devient synonyme de grosse fortune. Effectivement, ils ont des milliards. Et ils ont des milliards et ils n'ont même pas besoin de toucher leurs milliards. Parce qu'avec ce que rapportent les actions chaque année, ça leur permet de vivre très largement. Je veux dire, tous les jours, ils ont des millions. En plus de ces investissements, les Bettencourt se montrent également très généreux envers le monde associatif. Elle personnellement s'occupait de quantité d'œuvres. Hein. Ils soutenaient les artistes, et ils faisaient des donations. Elle aide énormément de gens. Et pas seulement des artistes. Elle aide un jeune qui veut se lancer dans une entreprise, telle association. Bref, elle donne 100 000 ici, 100 000 là. Elle donne vraiment, avec un grand cœur, à beaucoup de monde, parce qu'elle peut. Mais si Liliane et André Bettencourt assument leur richesse sans complexe, leur fille Françoise, elle, semble avoir un rapport beaucoup plus compliqué à l'argent. Françoise Bettencourt est méfiante à l'égard de l'argent. Elle en a toujours eu. Elle sait que ça fait dérailler les gens, comme disait sa mère. Et donc, elle sait bien que quand les gens entendent Bettencourt, ils entendent fortune. Et donc, elle sait bien que ça dénature tout, l'argent. Liliane Bettencourt, alors âgée de 65 ans, s'ennuie dans sa cage dorée.
Elle va alors rencontrer un jeune photographe, François-Marie Bagnier. Entre eux, une simple histoire d'amitié, mais qui va sensiblement changer le cours des choses. Et après 10 ans, il occupe une place prépondérante dans la vie de cette illustre femme. C'est un excentrique, François-Marie Bagnier, mais c'est aussi un médicament pour Liliane Bettencourt. Et donc, évidemment, comme avec tout médicament, elle est devenue dépendante. Alors, elle, pour payer son médicament, si j'ose dire, ou pour rembourser, ou pour être dans une forme d'égalité, je suis dépendante de toi, mais tu vas être dépendant de moi, ben elle s'est mise à lui faire des cadeaux. Liliane Bettencourt, elle donne toujours, elle est très généreuse. Mais avec François-Marie Bagnier, ça va prendre des proportions tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'elle lui offre des beaux cadeaux, puis peu à peu, des cadeaux, c'est plus que des cadeaux. Ils partent l'après-midi, ils vont voir un notaire, elle lui signe une assurance vie, elle lui donne une partie de ses actions de telle et telle marque. Bref, il y a une perte de contrôle de la part de Liliane Bettencourt qui est vivement encouragée par François-Marie Bagnier. Les employés des Bettencourt constatent alors que le photographe prend de plus en plus de place au sein de la demeure des Bettencourt. L'hôtel particulier des Bettencourt, c'était un hôtel particulier où tout était ritualisé, où tout était codifié. Et donc arrive ce Bagnier qui ne respecte rien. Il arrive dans cet hôtel particulier de plus en plus, comme s'il était comme chez lui. Il arrive avec son Solex, il demande qu'on lui fasse le plein avec l'essence des tondeuses. Un des membres du personnel assurera qu'il l'a vu uriner dans un pot de fleurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas, mais en tout cas, il est différent des invités habituels. Il fait ce qu'il veut quand il veut et il envoie paître les gens facilement. C'est pas du tout un bien élevé, pas du tout. C'est le contraire. Il se conduit plutôt comme un malotru, on l'a vu avec ses chaussures sur le lit de madame, il la traite de grosse. Voilà, il a une façon de s'exprimer et un manque de savoir-vivre et une façon de provoquer, il faut bien dire, qui choque considérablement toute la maisonnée. À partir d'une certaine époque, c'est devenu un peu le maître de la maison. Parce que l'emprise indiscutable qu'il avait sur Liliane, l'influence qu'il avait sur elle, faisait que, oui, il avait son rond de serviette dans la maison de Liliane Bettencourt, et c'était un peu lui le patron. Fin 2007, André Bettencourt vient de mourir, laissant sa femme Liliane fragile et endeuillée. Son ami depuis plus de 20 ans, François-Marie Bagnier, est à ses côtés. Mais au sein de la demeure Bettencourt, des voix commencent à s'élever contre lui. En fait, au départ, ce sont les domestiques qui, peu à peu, 1, puis 2, puis 3, viennent confier à Françoise Bettencourt leurs doutes. Et tous les témoignages convergent vers un abus de faiblesse, tout simplement. C'est-à-dire que la mère a une mémoire défaillante, affaiblie, vulnérable, et François-Marie Bagnier s'engouffre, et il y a des tas d'anecdotes, de témoignages précis qui sont recueillis méthodiquement par Françoise pour faire tomber, éliminer François-Marie Bagnier, éloigner cet homme de sa mère. Discrètement, Françoise Bettencourt-Meyers aurait donc récolté de nombreuses preuves contre le photographe. Mais c'est une rumeur qui va la pousser à passer à l'action. Une rumeur a circulé que Madame Bettencourt, Liliane Bettencourt, voulait adopter François-Marie Bagnier. C'est-à-dire qu'elle le fasse rentrer vraiment dans la famille, qu'il soit comme son fils. Ça devient insupportable pour Françoise. Elle a probablement peur pour son héritage, parce que François-Marie Bagnier deviendrait objectivement le demi-frère entrant dans la famille de plein pied, et il est possible que si la chose s'était faite, il aurait hérité en tout cas un quart de cette fortune qui se chiffre en milliards. Donc c'est panique à bord. Le 19 décembre 2007,
Françoise Bettencourt-Meyers dépose plainte contre François-Marie Bagné pour abus de faiblesse. Donc mettez-vous à la place de cette femme, c'était une situation qui pour elle était absolument insupportable. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, elle s'est décidée à déposer plainte contre M. Bagné, ce qui était la seule chose à faire et ce qu'elle a fait. Dans la maison des Bettencourt, François-Marie Bagné va alors commencer une chasse aux sorcières contre les employés qui ont témoigné contre lui. Et un majordome va se sentir menacé. Monsieur Bagné le soupçonnait d'avoir pris position pour Madame Meyers, d'avoir témoigné, et donc il s'est senti en danger au niveau de sa place. Et il va avoir l'idée, pour se protéger dans un premier temps, d'enregistrer à leur insu Liliane Bettencourt et les personnes qu'elle recevait. Il cache un dictaphone sous une feutrine et il enregistre Liliane Bettencourt dans son canapé pendant tous ses rendez-vous décisifs. Rendez-vous personnels pour son argent et puis les conversations privées. Le litige avec la fille, telle amitié. Voilà. Et ce dictaphone, c'est une bombe. Le majordome décide alors de remettre les 21 heures d'enregistrement à Françoise Bettencourt-Meyers, afin de l'aider dans sa procédure contre François-Marie Bagné. Mais ses avocats se heurtent alors à un problème de taille. Normalement, quand on vous enregistre à votre insu, ça ne peut pas être considéré comme quelque chose de valable. C'est très grave de produire un enregistrement pris à l'insu de la personne. L'avocat de Françoise Bettencourt-Meyers décide donc de faire fuiter les enregistrements dans la presse, afin d'être certain qu'ils puissent être portés au dossier. Comme ces pièces ne sont pas légales, il faut entre guillemets les blanchir. Et la presse joue le rôle de grande blanchisseuse et c'est une façon d'apporter au procès des pièces qui autrement ne pourraient pas en faire partie. On va faire fuiter des choses pour nuire à l'autre camp. C'est ça qui déclenche l'affaire Bettencourt. C'est à partir du moment où vous faites plus bloc, la famille sacrée et unie, rien n'en sort. À partir du moment où vous trahissez ce principe du linge sale qui se lave en famille, alors là, c'est fini. Et là, la société s'en empare, la justice, les politiques, le débat public, Mediapart, le PS, la presse, et c'est fini. On rentre par la fenêtre, on rentre par les portes, et vous ne tenez plus rien. Mais alors, quelles ont été les conséquences de ces enregistrements? Qu'ont-ils permis de révéler? Et comment une simple querelle d'héritage a-t-elle pris une tournure aussi inattendue? En 2010, la France entière se passionne pour l'affaire Bettencourt, qui oppose Françoise, la fille de la milliardaire, Liliane Bettencourt, au photographe François-Marie Bagné. Mais les enregistrements vont révéler bien plus que prévu. Ça nous a donné une vue assez exceptionnelle sur le fonctionnement et comment beaucoup de personnes considéraient Liliane Bettencourt comme une banque où on pouvait obtenir assez facilement des dons. On découvre derrière tout ça qu'effectivement, depuis des années, plusieurs hommes politiques de droite avaient l'habitude de passer voir Liliane Bettencourt et, dit-on dans ces enregistrements, partir avec une petite enveloppe. C'est en tout cas ce que sous-entend ces enregistrements. Ça a fait passer l'affaire dans une autre dimension, c'est-à-dire que c'était une affaire purement familiale. Forcément, l'affaire prend une dimension politique. Mais tout le monde tombe de sa chaise. Parce qu'on a tout ce qu'il y a de plus sulfureux pour la classe politique. On a une riche héritière, de l'argent, financement illégal présumé. Voilà, vous avez le cocktail parfait sur le papier. Donc on se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Le choc est immense, car les hommes politiques éclaboussés par ce scandale font partie des plus hautes sphères de l'État. En
En fait, on découvre dans ces enregistrements qu'il y a deux volets politiques potentiels. Il y a celui qui concerne Éric Woerth, ministre du Budget, pour un soupçon de conflit d'intérêts, et, presque plus grave encore, celui qui toucherait Nicolas Sarkozy pour un financement peut-être illégal de sa campagne électorale de 2007. Il y avait l'idée que Sarkozy serait venu un jour et entre la poire et le fromage à la veille de son élection présidentielle aurait reçu une enveloppe des Bettencourt. C'est quelque chose d'absolument grave, énorme, potentiellement ravageur pour l'exécutif. Car le financement des campagnes électorales est une démarche encadrée par la loi. Le financement politique est un thème très important pour la démocratie et il est régulé dans la plupart des pays. En France, c'est possible d'obtenir un financement privé. Ce qui est interdit, c'est le financement par les entreprises. Mais les individus peuvent financer les partis politiques et les campagnes, différentes campagnes électorales, à des montants déterminés qui sont actuellement de 7 500 € par individu. Ça, c'est légal. En revanche, si c'est des sommes plus importantes, en liquide, bon bah là on se dit, oh là, on revient aux années 90 et le financement illégal du RPR. Là, ça rappelle quand même des souvenirs à droite qui ne sont pas des plus heureux. Donc, on se dit, il y a un fond d'affaires extrêmement sulfureuse là-dedans. La comptable de Liliane Bettencourt est alors convoquée à la brigade financière pour être interrogée sur ce dossier. Et la comptable explique qu'on lui a demandé de retirer des sommes et que ces sommes, savait-elle, prétendait-elle, estimait-elle, devaient être remises pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Elle dit qu'il y a eu des retraits sur le compte suisse de 2 fois 400 000 € qui étaient destinés à financer la campagne. Et donc là, évidemment, nous sommes dans la complète illégalité. Nicolas Sarkozy est président de la République à l'époque, il est donc protégé par l'immunité présidentielle. Alors ça ne veut pas dire qu'il est intouchable, ça veut dire que pendant la durée de son mandat, on ne peut pas lancer une enquête judiciaire, on ne peut pas le mettre en examen par exemple. Mais si Nicolas Sarkozy est protégé, il n'en est pas de même pour son ministre du Budget, Éric Woerth, dont les enregistrements révèlent qu'il a également des liens avec la maison Bettencourt. Éric Woerth, à l'époque des faits, il est ministre du Budget. C'est donc lui notamment qui dirige l'administration, qui va diligenter les potentiels contrôles fiscaux. Or, la femme d'Éric Woerth, Florence Woerth, qui est quelqu'un d'assez brillant, elle travaille comme directrice des investissements dans une société qui gère la fortune de Liliane Bettencourt. Est-ce qu'on peut être ministre et avoir sa femme qui travaille pour une grande fortune de France, qui par ailleurs a des intérêts avec l'État? Et qu'est-ce qu'on découvre dans ces enregistrements? Eh bien que Liliane Bettencourt aurait éventuellement détourné de l'argent au fisc, caché des actifs à l'étranger. Et donc toute la question c'est de savoir, mais Florence Woerth, est-ce qu'elle savait que Liliane Bettencourt avait potentiellement détourné de l'argent au fisc? Et donc, est-ce que Éric Woerth, son mari, était au courant et aurait ralenti un contrôle fiscal, voire même annulé un potentiel contrôle fiscal sur Liliane Bettencourt? Et c'est donc tout ça, cette question autour d'un possible conflit d'intérêts d'Éric Woerth qui le met énormément en difficulté. Potentiellement, si les faits sont avérés, c'est un scandale d'État absolu. Vous avez la campagne du président de la République en fonction qui aurait été illégale puisque versée avec de l'argent liquide hors des plafonds, etc. Et vous avez le ministre du Budget qui en plus aurait fait des traitements de faveur, potentiellement caché un contrôle fiscal d'une riche héritière française, favorisé l'embauche de sa femme. Enfin, sur le papier, vous avez la totale du scandale d'État. Et les procès se multiplient dans l'affaire Bettencourt. L'affaire Bettencourt, il n'y en a pas une, il y en a au moins une dizaine. Parce que vous n'avez pas seulement la vieille dame qui aurait été abusée par quelqu'un de son entourage. Vous avez une affaire potentiellement de fraude fiscale, une affaire d'abus de faiblesse, une affaire de financement illégal de campagne électorale. Vous avez des potentielles pressions sur la justice. En fait, vous avez tellement d'affaires que ça devient un feuilleton qui va durer pendant des mois parce que l'affaire Bettencourt, en fait, ça devient une affaire tentaculaire.
C'est dans ce contexte que Liliane Bettencourt décide de sortir de son silence. Au cours d'une interview exceptionnelle au journal de 20h de TF1, elle accepte de revenir sur la genèse de l'affaire, à savoir sa relation avec sa fille Françoise. Liliane Bettencourt, il y a un procès aujourd'hui entre vous et votre fille, Françoise. Est-ce que cela vous fait souffrir? Évidemment. Comment voulez-vous ne pas souffrir? C'est même beaucoup plus que ça. C'est déprimant. Mais je comprends très bien qu'une fille soit jalouse de sa mère. Moi aussi, j'étais jalouse de mon père quand je voyais des femmes tourner un peu autour. La jalousie est un sentiment qui n'est pas méchant, qui est véridique. C'est le cœur. Et je comprends très bien qu'elle soit jalouse, que je le sois aussi. On met ça sur table. Et cette affaire de famille, devenue affaire d'État, va pendant des mois monopoliser l'actualité. Au fond, les journaux en font leur chou gras parce que c'est une histoire géniale. Il y a la mère et la fille qui sont en guerre, il y a quelqu'un là au milieu qui essaie de s'approprier des biens auxquels il n'a pas droit. Il y a une manipulation, il y a une emprise, il y a des gens qui trahissent, il y a un personnel qui essaie de sauver sa peau tout en dénonçant à gauche, à droite. Il y a des retournements de situation, des coups de théâtre, l'État est impliqué, le fisc est impliqué, les fonds secrets, bref, c'est énorme. C'était un thriller, c'était absolument passionnant. C'était des affrontements de personnes, enfin, absolument, il y avait tous les ingrédients pour faire une série extraordinaire. Sincèrement, c'était mieux que Dallas. Je trouve ça désolant, dégradant, absolument pas adapté au personnage qu'était Liliane. Et je trouve ça pitoyable, vous voyez? Pitoyable. La famille Bettencourt craint alors les conséquences de cette tempête. Ce tumulte médiatique risque de compromettre l'Empire. Il y a tellement d'argent en jeu et tellement de révélations explosives qu'il est urgent de tout étouffer. Le 6 décembre 2010, la mère et la fille vont alors conclure un accord afin de se réconcilier. C'est le moment où Françoise Meyer-Bettencourt commence à obtenir la mise à l'écart de François-Marie Bagné. Et c'est vrai que c'est le début d'une réconciliation, mais aussi d'un déclin de sa mère. C'est une réconciliation avec quelqu'un qu'on a mis à terre. Sa fille met la main sur sa mère. Je ne vois pas ce qu'on peut dire, c'est un désastre. Et à partir de ce moment-là, elle lui fait conclure un protocole par lequel Liliane abandonne tout ce à quoi elle tenait, et en particulier à son autonomie financière. En octobre 2011, 6 mois après la signature de ce pacte, la milliardaire est officiellement placée sous tutelle. Alors, on lui donne comme tuteur un ami intime de Françoise. C'est comme si Françoise était elle-même la tutrice de Liliane, ce qui veut dire que c'est elle qui va décider de ses médecins, de ses voyages, de ses résidences. Bon. Elle est enfin ce qu'elle espérait être, la geôlière de sa mère. Mais si l'affaire de famille semble réglée, le volet politique du dossier est loin d'être terminé. Redevenu simple citoyen, Nicolas Sarkozy est alors convoqué chez le juge en novembre 2012. Il n'y a plus d'immunité présidentielle. Et donc là, il va être entendu, une très très longue audition, 12 heures dans le bureau du juge, puis mis en examen l'année d'après, et au final, il y aura un non-lieu. Donc, on se dit quand même que tout ça a duré, a fait beaucoup de dégâts pour un non-lieu. Pour la justice, disent, ben non, il n'y a pas matière à poursuivre.
Vous n'avez pas de preuves. Vous avez des soupçons, mais vous n'avez pas de preuves. Donc vous n'avez pas des photos où il prend un sac avec des billets de banque. On peut le penser, on peut le supposer, on peut subodorer, mais ça ne suffit pas pour poursuivre quelqu'un. Le volet politique de l'affaire se referme. Mais en 2016, le procès de François-Marie Bagné, principal protagoniste de cette affaire, s'ouvre à Bordeaux. Françoise Bettencourt-Meyers, entourée de ses fils, accepte alors exceptionnellement de prendre la parole. Je mène un combat depuis 2007 pour protéger ma mère. Et nous mettons toute notre énergie et avec mes enfants, nous tenons absolument à réussir ce combat. Et c'est une épreuve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue faire une déclaration. Merci. Et à ce moment-là, tous les clichés possibles et imaginables sont en quelque sorte acceptés par le juge d'instruction de Bordeaux, puis par le tribunal de première instance. Il est évident que cette pauvre dame, qui d'ailleurs, effectivement, entre-temps, est devenue assez vulnérable, s'est fait manœuvrer, et tout le monde est très sévère pour Bagné. François-Marie Bagné est alors condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis. 350 000 € d'amende et 158 millions d'euros de dommages et intérêts. Il décide de faire appel. Je ne suis pas victime d'une erreur judiciaire, je suis victime d'un montage, d'un coup monté judiciaire dans lequel est tombé ces juges qui n'ont rien voulu voir. Et quand on lit le jugement, on voit que les faits qui sont reprochés, les dates, tout est mélangé et qu'on fait croire des choses qui n'existent pas, qui sont fausses, qui seront démontées. Alors, la justice s'est passée. On a dit que c'était une décision sévère, sans doute. Mais je dirais que c'est une décision sévère à la mesure du comportement qu'il a eu et des détournements qu'il a effectués. Mais c'est ça que voulait Madame Meyers, c'était m'humilier, c'était me faire mal. Après le procès, affaiblie par des années de procédure, ainsi que par la maladie, Liliane Bettencourt est alors éloignée de Paris. François-Marie Bagné et Liliane Bettencourt ne se sont plus jamais vus jusqu'à la mort de la vieille dame. Liliane va de chambre de palace en chambre de palace. N'a plus d'amis, ne voit plus personne, ne me voit plus, n'est plus rien. Elle n'est plus qu'un futur cadavre. Elle n'était plus là. Voyez-vous, on l'a éloignée. Et moi, j'ai très peu vu Liliane ces derniers temps, là, parce qu'elle était absente. Voilà, le peu d'amour en fait que Liliane Bettencourt avait trouvé dans sa vie, et bien on le lui a enlevé. Oui, je pense que ça a été douloureux. Ça a dû être un crépuscule de vie très dur. Liliane Bettencourt s'éteint à son domicile dans la nuit du 20 au 21 septembre 2017 à l'âge de 94 ans. En 2019, François-Marie Bagné repasse devant la justice pour l'appel de son procès et obtient finalement une sanction beaucoup plus clémente. Quant à Françoise, elle reste aujourd'hui l'héritière de la fortune de sa mère et elle siège au conseil d'administration de L'Oréal.